Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire de Technique de l'ingénieur. Le sujet de ce webinaire, qui sera mené sous la forme d'une table ronde, est la subvention Industrie du futur, et il s'agira plus particulièrement d'un retour d'expérience. Cette table ronde sera animée par Yves Valentin, directeur général de Technique de l'ingénieur. Avec lui sont les intervenants, où nous avons Olivier Dario, délégué général du CIMOP, Thierry Ducoff, directeur technique de Magoto, et Marc Troya, directeur général de Huron. Je vous rappelle qu'il vous est possible de poser des questions aux intervenants dans le chat qui est à votre droite et les intervenants vous répondront à la fin de cette table ronde. Je laisse à présent la parole à Yves Valentin. Bonjour à tous, bienvenue et merci aux participants d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Un thème, on voit que dans la crise du Covid et plus particulièrement lors du dernier confinement, il y a une scission entre les entreprises qui ont déjà une démarche avancée sur le thème de l'industrie du futur et les autres. Les plus avancés ont eu plus de flexibilité, ont pu s'adapter, ont pu adapter leur cadence, ont pu être plus flexibles pour de plus petites séries, répondre à des urgences, ont eu une capacité à travailler à distance, à lancer des cycles automatisés pour répondre aux contraintes sanitaires. Et durant cette période, en fait, ont été bloqués pour des raisons de disponibilité de matériel, mobilité des équipes opérationnelles chez les fournisseurs, mais aussi dans les entreprises, et ont été bloqués en fait de ces projets, en fait, parce que beaucoup d'entreprises avaient lancé des projets de modernisation. Et aussi ces projets ont été bloqués pour des contraintes financières, des inquiétudes, des besoins de cash ou des inquiétudes économiques, de visibilité sur l'avenir, etc., quoi. Et donc, c'est assez bien écrit dans une étude de McKinsey que je vous recommande de lire. Alors déjà, le 10 décembre, nous avions fait un webinaire avec Caroline Desmoyers sur du CIMOP pour décrypter en fait ces subventions d'industrie du futur, qui est une réponse de l'État à ces contraintes budgétaires justement. Donc voilà, nous sommes là pour avoir un retour d'expérience après la présentation théorique, administrative de cette subvention, avoir aujourd'hui un retour d'expérience de ce qui s'est passé dans le terrain avec trois intervenants. Donc Olivier Dario qui a été dans les chevilles ouvrières en fait de la mise en place de cette subvention, Thierry Ducoff qui est côté industrie, du côté investisseur, industriel, qui a des projets d'automatisation, et Marc Troya qui est fournisseur d'équipements pour la société Huron. Donc Olivier, cette subvention, donc elle n'est pas tombée du ciel en fait. Il y a eu des études auparavant, et donc le CIMOP avait lancé une étude avec Accenture pour décrire un peu un état de l'industrie française et de son automatisation. Tu peux nous en dire plus? Oui, Yves, d'abord bonjour à tous. Donc effectivement, le CIMOP, c'est le moyen de production et c'est un long combat. Ça fait depuis de nombreuses années que le CIMOP essaie d'attirer l'attention sur ce qu'il appelle l'investissement productif, c'est-à-dire l'investissement dans des machines qui vont permettre, machines au sens large, qui vont permettre aux entreprises de développer leur compétitivité, leur productivité, et de se mettre au niveau technologique de leurs concurrents. Voilà, partant du principe que en France, particulièrement dans le tissu de PME, si on généralise, on est plutôt en deçà en termes d'équipement que les autres, que les mêmes types d'entreprises dans les autres pays. Donc, je ne compare même pas à l'Allemagne, mais par rapport à l'Espagne, ben, on a un taux de robotisation qui est bien moindre qu'en Espagne. Et globalement, si on prend les chiffres, on s'aperçoit qu'on est en retard. Alors, effectivement, on a utilisé plusieurs fois le support de l'étude d'un grand cabinet pour nous permettre de présenter la situation, de la présenter aux acteurs, aux autres fédérations, aux industriels et évidemment au gouvernement, à la DGE et à tous les acteurs du public. Et l'étude à laquelle tu fais référence, Yves, c'est effectivement la dernière étude qui nous a permis de constater quand même que les esprits changeaient dans le bon sens. Alors, je vais m'expliquer. Effectivement, ce long mouvement pour lequel se bagarre pour avoir des mesures
aide les entreprises dans l'achat d'un équipement industriel. On avait déjà fait une petite victoire avec la mesure de suramortissement il y a quelques années et on avait senti qu'à l'arrivée de cette mesure, il y avait eu un effet de souffle qui avait permis un développement de l'équipement de machines. À l'époque, on avait fait une étude avec le cabinet Roland Berger qui avait notamment fléché sur l'âge des machines en France, qui était d'une vingtaine d'années, relativement élevé. Et puis, on a refait une étude avec Accenture en disant, mais où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? Toutes ces mesures qui arrivent, il y a quand même beaucoup de choses qui se font pour l'industrie. Est-ce que ça a un impact? Est-ce que ça va dans le bon sens? Alors, si vous voulez, je vais être assez rapide. On s'est aperçu que, par exemple, l'âge des machines avait tendance à rajeunir. Donc, il passait de 20 ans à 17 ans. Dans la dernière étude, je vous parle de l'étude Accenture qui a été faite en 2019, donc une année fin 2018 pour être honnête, donc qui a une année et demie d'ancienneté. Donc, âge des machines qui rajeunit, mais par contre, quand même, une vraie difficulté quand on regarde l'investissement productif et l'investissement en machines, l'investissement dans l'innovation du processus industriel, un certain retard par rapport aux Italiens, par rapport aux Espagnols et bien sûr par rapport aux Allemands. En France, d'autres instituts d'études ont montré que l'investissement se produisait plutôt dans la partie logicielle, dans la partie bureau d'études, sur la partie conception, mais sur la fabrication en elle-même, on est un peu en retrait. Alors, effectivement, cette étude a constaté ça a constaté qu'on est 2 fois plus en retrait que les mêmes entreprises en Italie. Et surtout, on a constaté, on a interrogé un panel vraiment représentatif de plusieurs centaines d'entreprises PME françaises pour constituer un échantillon et on s'est aperçu, on les a interrogés sur les technologies dites d'industrie du futur et on s'est aperçu que là, les chiffres vraiment sont très parlants. C'est en fait sur des technologies pointues de robotique avancée, mais les dernières technologies de machines-outils, sur des technologies de logiciels, seulement 16% des entreprises interrogées avaient soit commencé un POC, soit avaient installé la nouvelle machine ou le nouveau logiciel. Et par contre, donc, ça veut dire que 84% des entreprises ne les connaissaient pas. Donc, une vraie méconnaissance des technologies, de la fabrication additive, de toutes ces nouvelles technologies de l'industrie du futur. Et puis, une méconnaissance et une difficulté de passer à l'action, sans doute parce que c'est complexe pour un patron d'entreprise d'identifier vraiment le gap qu'il va faire avec tel type de technologie, etc. Voilà. Donc, cette étude Accenture, ça nous a permis quand même de flécher sur le retard et sur le fait que le paradoxe, c'est que l'offre devient de plus en plus mature, mûre. Enfin, il y a maintenant une offre dans les logiciels, les MES, dans les machines. Marc reviendra sur ces sujets, mais c'est vrai que l'offre dans l'industrie du futur commence à être plus précise et que les entreprises aussi avancent parce que beaucoup d'aides en région, d'accélérateurs, etc., ont permis aux chefs d'entreprise, notamment je parle dans les PME, de commencer à développer des stratégies à long terme, etc. Voilà. Donc, cette étude nous a permis d'accentuer, et je crois qu'on a aussi une ministre de l'Industrie qui comprend ces sujets. Et je crois que quand on est arrivé il y a un peu plus d'un an avec la DGE pour essayer de travailler, de proposer une mesure, on était parti sur ce qu'on appelait un suramortissement élargi ou sur un crédit impôt production. C'est-à-dire que finalement, puisque le crédit impôt recherche ça marche, on pourrait faire un crédit impôt production pour l'achat d'une machine ou la rénovation d'une ligne ou d'un îlot, etc. Et la DGE nous a écoutés et ils ont dit bah, finalement, il faut faire une subvention. Et donc, la subvention industrie du futur est née. Donc, c'est une mesure. Tu peux nous en dire un peu plus, justement, revenir un peu sur cette subvention. Enfin, Caroline l'avait très bien présentée, mais je veux dire. Écoutez, ça a été une bonne surprise et nous, on a vraiment souscrit et on a travaillé. Marc faisait partie d'ailleurs des chefs d'entreprise qui nous ont aidés à
présenté à la DGE la mesure idéale. On voulait travailler la simplicité, on voulait travailler l'impact et on voulait aussi favoriser des entreprises qui sont pas forcément françaises, mais qui sont en France. Et donc, la simplicité, c'est une subvention, donc ça se passe au niveau du devis et la remise, elle est très claire par rapport si tu es une petite entreprise, tu as 10%, si tu es une très petite entreprise, tu as 20%, donc on commence à être sur des taux importants. Et si tu es une ETI ou si tu rentres dans le système du de minimis, donc dans la législation européenne, tu peux aller jusqu'à 40%, donc pour un montant, une enveloppe de 200 000 euros, et ça peut aller jusqu'à 40%. Donc, simplicité, impact avec des taux qui sont quand même importants. Et on l'a vu avec nos adhérents, je pense que Marc reviendra sur ce point-là, c'est-à-dire que les forces de vente ont été tout à fait agréablement surprises par la mesure et ils l'ont très fortement prise en charge, cette mesure. Voilà. Il y avait un troisième point, mais qui m'échappe. Si les entreprises en France ou les entreprises de France, ben oui, parce qu'on a demandé aussi à ce que soit inclus le service autour de la mise en service de la machine, aussi autour de la formation, même si on n'appelle pas sa formation, mais quand même aider l'opérateur à pouvoir utiliser dans des conditions optimales la machine. Donc, on était vraiment très satisfait de cette mesure qui, donc, dans l'esprit du gouvernement, a été lancée par Agnès Pannier-Runacher en disant cette mesure doit rester sur 3 ans pour qu'on puisse garder vraiment de la cohérence et qu'on puisse aider les entreprises, PME, TPE, PME et ETI à pouvoir aller dans des logiques d'investissement. Sachant que la période, elle est difficile, on le sait bien, surtout dans des secteurs comme l'aéronautique, mais elle est quand même globalement difficile, donc la décision d'investissement, elle ne s'anticipe pas, etc. Donc, 3 ans avec un système toujours très simple en France, des décrets qui s'ouvrent et qui se referment. Donc, un premier décret en octobre de l'année 2020 qui devait avoir lieu jusqu'à 31 décembre, et puis un deuxième décret qui devait s'ouvrir en janvier 2021 et courir jusqu'au 31 décembre 2021, et voir un troisième décret en 2022. Voilà. Alors, on a lancé cette subvention, on a senti quand même beaucoup d'appétence pour cette mesure, et finalement, on a été très surpris de voir que quasiment clandestinement, au mois de décembre, un décret est venu rabattre la mesure à un taux de 10%, donc tout ce qui était 40%, 20%, etc., non, c'est 10%. Et de toute façon, la mesure s'arrêtera le 31 décembre. Donc maintenant, aujourd'hui, ce n'est pas possible de déposer un dossier. Il y avait un guichet qui s'appelait l'AST qui recevait les dossiers, les devis avec les dossiers, qui les validait. Ça n'existe plus. Alors pourquoi? Parce que cette mesure a dépassé de loin toutes les projections qu'ont faites la DGE, qu'ont fait la direction du budget. On ne connaissait pas bien, on n'a pas accès à cette information, mais ils avaient prévu cette mesure sur 3 ans, sur un certain volant d'affaires, et il se trouve qu'il y a eu 6500, alors j'ai deux chiffres, soit 6500, soit 7000. On était avec l'inspection des finances tout à l'heure, ils nous ont parlé de 7000 dossiers qui ont été déposés, et du coup, crevaison totale des plafonds budgétaires, alerte du ministère du Budget, et du coup, on a arrêté en mode panique un peu cette opération. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'on a comme enseignement de ça? Parce que vous imaginez que les adhérents du CIMOP sont vent debout, parce qu'ils ont d'abord accueilli favorablement la mesure, on leur a expliqué que ça allait s'inscrire dans le long terme, même s'ils ont mobilisé beaucoup toutes leurs équipes de vente, d'avant-vente, etc. Il y a des dossiers, mais enfin, les chefs d'entreprise ne décident pas comme ça en claquant des doigts. On verra effectivement avec Thierry ce qui est intéressant vu du chef d'entreprise sur un tel incentive. Mais il se trouve qu'arrêter une mesure comme ça, faire un système de balancier aussi terrible, l'impact est pire que tout. Donc en fait, ça crée énormément de frustration, énormément d'insatisfaction. Il y a des adhérents qui pensaient avoir le temps, donc ils avaient des contrats qui allaient être pris. Et puis maintenant, le contrat va être pas pris. Donc c'est une perte de chiffre d'affaires dans un contexte très difficile.
c'est une perte de confiance de leurs clients parce qu'ils ont raconté une histoire à leurs clients et leurs clients disent, mais attends, la subvention, elle est fantôme. Bref, c'est la catastrophe. Et donc, on est en train, aidé par la FIM, aidé par l'Alliance pour l'industrie du futur, aidé aussi par le fait que, j'ouvre une parenthèse, mais on va créer une filière dédiée aux machines, dédiée au secteur des moyens de production, qui serait la 19e grande contrat stratégique de filière, dont Frédéric Sanchez prendrait la tête. C'est un projet qui va être présenté prochainement au Premier ministre et donc qui permettrait aussi de créer une filière autour des enjeux des moyens de production. Je ferme la parenthèse, mais c'est important et ça montre que l'investissement productif et que le rôle des secteurs des moyens de production est important pour la ministre. On va dire une achille. Donc, via ça, on est en train de mettre une pression folle en disant, finalement, on apprend deux choses dans cette mesure. La première, et j'en ai pour une minute, la première, c'est qu'il y a un besoin colossal d'aider les entreprises à investir sur des machines de nouvelle génération. Mais deuxièmement, ce besoin colossal, effectivement, il faut le cadrer et il faut le flécher intelligemment pour pas qu'il y ait l'effet d'aubaine. Les gens de l'administration, de l'inspection des finances me disaient qu'il y avait des dentistes qui avaient acheté des imprimantes 3D. Je pense qu'il faut savoir un peu prioriser les choses, quoi, parce qu'effectivement, il y a des menuisiers qui sont achetés des belles machines, il y a des boulangers qui sont achetés des nouveaux fours à pain, mais à un moment donné, il faut quand même être sérieux sur les secteurs industriels qui sont prioritaires en France. Voilà. Donc, nous, on va faire ce travail-là, et d'ailleurs, on a des réunions de travail avec nos chefs d'entreprise pour essayer de trouver finalement des critères, pas trop compliqués, qui viennent dire que l'entreprise poursuit bien une stratégie d'industrie du futur, développement certain de sa productivité, montée certaine en compétences, passer du 2.0 au 4.0. Voilà, il faut qu'on arrive à apporter des preuves. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile, mais il faut qu'on arrive à apporter des preuves parce que là, on a eu une mesure qui a fait un effet d'aubaine colossal. Je pense que sur les 7000 dossiers qui ont été déposés, il y a peut-être 3500 dossiers uniques, il y en a peut-être 3500 qui ont profité de l'aubaine. Voilà. Donc, on est vraiment dans cette réflexion-là de pousser le gouvernement à réouvrir en ayant une mesure qui va être en concertation avec nos chefs d'entreprise, qui va vraiment répondre à ce besoin d'aider les PME à investir intelligemment. Voilà. Donc, j'en termine là. Pour vous dire que malheureusement, avec le contexte du Covid, une fois que le Covid sera passé, ça va bien finir par passer, la question des finances publiques va être un énorme problème. Ça, les inspecteurs des finances nous ont dit que voilà, il va y avoir des arbitrages, etc. Et donc, malheureusement, on sera très probablement un petit peu moins d'ouverture qu'il y a encore un an. Ouais, donc justement, en fait, on voit, et enfin, je le comprends bien, quand entre un dentiste qui investit, et donc la décision peut se faire très rapidement. Sur une industrie, c'est un projet, donc il n'y a pas forcément d'effet d'aubaine, ça s'inscrit dans une stratégie, ça s'inscrit dans quelque chose qui avait déjà été démarré ou pas, mais en tout cas qui n'est pas simple, c'est pas juste un tableau Excel. Et donc, Thierry, comment elle a été reçue, en fait, cette subvention? Quelle est Pour reprendre, merci de me donner la parole, bonjour tout le monde. Pour reprendre ce que disait Olivier, une mesure qui était victime de son succès. Bon, la bonne nouvelle, c'est que le fait d'avoir affecté des subventions, c'était le bon choix, puisque ça a poussé les industriels à choisir cette option. Dans l'industrie, en général, maintenant, avec la crise et les difficultés que l'on rencontre, on cherche souvent, et vraiment très souvent, des retours sur investissement relativement rapides. Rapide, c'est 2 ans, 3 ans, grand maximum. Dans certains cas, ça peut être moins de 2 ans. Ce n'est pas la subside ou la subvention qui permet de choisir qu'on va tout de suite investir. En revanche, c'est un catalyseur, c'est un accélérateur qui est important. L'entreprise, elle est confrontée à des sorties de cash. Ça peut faire peur, ce 4.0, cette industrie du futur. S'il y a des freins, les freins sont liés souvent à la peur, au fait qu'il va falloir monter le niveau de compétences opérationnelles des équipes, former les gens de maintenance à ces nouvelles technologies. Donc, l'aide, la subvention permet aussi, dans certains cas,
de préparer et d'accompagner des programmes de formation pour pouvoir assurer cette transition entre l'ancienne industrie et la nouvelle industrie. Donc oui, attention, donc la bonne nouvelle, c'est effectivement, ça a fait le succès, hein, les morts de son succès sont mortes, il va falloir maintenant la réanimer. Et la moins bonne nouvelle, c'est qu'il va falloir qu'on mette la pression pour faire en sorte de continuer cette mesure qui est pour moi indispensable dans une période de crise telle qu'on vit aujourd'hui. Voilà, ça permet d'accélérer les décisions sur des actionnaires qui sont un peu frileux aujourd'hui parce que peur de l'avenir et on a besoin de faire évoluer la productivité. Sachant que, encore une fois, en Europe, on a des coûts de main-d'œuvre qui sont très élevés. C'est la technologie, c'est la productivité des installations qui va nous permettre d'être compétitifs. L'Allemagne, Olivier en parlait, l'a compris. Et en France, c'est notre seule façon de survivre, de se développer. On a des coûts de main-d'œuvre très chers par rapport aux autres pays et c'est la seule façon d'améliorer la compétitivité de nos entreprises. Voilà ce que je pourrais dire sur cette décision et cette subvention. Et Marc, alors de ton côté, toi, bon, tu as eu des clients comme Thierry, en fait, qui sont venus vers toi grâce à cet effet de subvention? En fait, moi, j'ai vu deux types de clients. Des clients qui avaient un projet, qui se sont dit, il y a une opportunité de subvention, c'est une bonne affaire. Si on peut prendre une subvention, on la prendra. Mais il y avait un projet qui était dans l'entreprise prévu ou déjà initié avant l'annonce des subventions. On a un certain nombre d'autres clients qui se sont dit, si j'obtiens une subvention, j'achète une machine. Bon, ça, c'est des clients qui probablement ne vont pas acheter une machine parce qu'ils n'avaient pas un besoin réel. Et par contre, il y a une troisième catégorie de clients qui se sont déclenchés à faire un appel d'offres et qui ont découvert qu'avec une machine moderne, ils allaient pouvoir améliorer énormément leur productivité. Donc, dans certains cas, il y a eu non pas une subvention, mais une prise de conscience qui a été mise en place, permise par le fait que, parce qu'il y avait une subvention, il fallait déclencher un avant-projet parce qu'on pourrait peut-être récupérer une subvention. Et j'ai plusieurs clients qui, subvention ou pas, ont pris conscience de tout ce qu'ils pouvaient gagner à moderniser leur équipement de production. Donc, quelque part, on parle de subvention industrie du futur et ça a permis, subvention ou pas, de mettre en lumière tout ce que ça amène, l'industrie du futur. J'ai même un client qui m'a fait la remarque, industrie du futur, ok, j'ai pas tout compris, mais par contre, je pense que c'est quelque part ça qui va être le futur de l'industrie. Donc c'est le troisième effet, on peut dire, favorable de ça, subvention ou pas, c'est que certains clients vont probablement faire un investissement malgré le fait qu'ils n'aient pas de subvention. De notre côté, dans la subvention qui disparaît, il y a plusieurs clients qui m'ont fait le retour. Si j'ai pas cette subvention, je vais faire l'investissement quand même, mais par contre, je ne pourrai pas aller au bout. Pas au bout de la démarche que j'avais espérée, c'est-à-dire automatiser un contrôle, automatiser une production pour une machine qui va marcher, par exemple, le week-end pour fabriquer une meilleure productivité, ou travailler sur la compétence de mes opérateurs. Donc, dans certains cas, certains clients, s'ils n'obtiennent pas de subvention, vont faire un investissement, parce qu'il était prévu, mais minimal, qui ne vont donc pas pouvoir bénéficier de tout ce qu'on aurait pu avoir, à la fois sur la partie compétence du personnel et sur le contenu technologique de la machine ou des à côté qu'ils n'auraient pu avoir avec une subvention. Donc, en fait, le retour d'expérience, c'est ça. Plus de la moitié des dossiers sont des dossiers qui sont motivés et qui auraient été complétés de manière très favorable et plutôt productive par une subvention. Donc, on a quand même des clients qui ont obtenu une subvention, certains qui ont été rapides, dans la logique en disant premier arrivé, premier servi, et qui donc se sont rués sur des dossiers. Et on a effectivement aidé un certain nombre de nos clients à monter les dossiers. Et la majorité de nos clients, grâce à un PO CIMOB qui avait simplifié la tâche pour nous, on les a aidés à comprendre ce qui était faisable, ce qui était possible, ce qui n'était pas possible. Alors, on a eu des questions, bien sûr, sur les machines d'occasion, sur le rétrofit de machines, l'amélioration de machines plutôt qu'un investissement, ou l'investissement de machines avec quels sont les composants, les additifs éligibles dans le cadre de la subvention, que ce soit hardware ou software. Donc, on a eu un mois de décembre qui était assez fort en demande d'avant-projet. Et là, il est vrai qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de gens qui nous disent, bon, de toute façon, j'avais un peu rêvé de quelque chose, si ça part à la flotte, on verra plus tard. Donc, quelque part, il y a un effet négatif de la soudaineté du changement de stratégie.
Et C'est toi, quand même Thierry, un tu disais que c'était quelque chose que tu avais déjà initié auparavant, quoi, bien, mais sans penser forcément à la subvention. Mais justement, tu as évoqué quelque chose que Marc a évoqué aussi, c'est l'aspect intégration de l'équipement, c'est-à-dire que toute la formation qui va autour, bon, on sait bien qu'il y a des défenses connexes, c'est pour ça que c'est pas forcément un effet d'aubaine, en fait, c'est un vrai investissement, c'est un facilitateur, mais bon, le coût reste quand même dans l'entreprise qui intègre l'équipement. Et Bah, donc, oui, toi, bien si sûr. jamais cette subvention n'existe pas, ça va freiner ton projet, ça va le diminuer, Alors, ça va. je vais prendre un exemple. Si tu as un retour d'investissement à 2,1 ans qui passe à 1,9, c'est plus facile pour accélérer. Alors, ça, c'est le cas d'école. Et évidemment, ça ne remet pas en cause une stratégie. Mais encore une fois, des entreprises ont plus de facilité que d'autres, mais on est toujours confronté, quoi qu'il en soit, à sortir du cash. Donc, moins on sortira de cash, mieux on se portera au niveau de l'entreprise. Ça reste quand même des projets qui, quelque part, sont relativement onéreux. Ce pas des petits investissements. C'est aussi une belle technologie. Donc, ça nous permet d'évoluer. Et je crois qu'on n'a pas le choix d'autre que d'évoluer vers cette industrie 4.0, l'industrie du futur. Mais j'insiste en disant, cette aide, cette subvention permet d'être sans doute, pas dans tous les projets, et Marc le disait, un catalyseur qui permet d'accélérer les prises de décision et voir de récupérer des options qu'on n'avait pas prévues, de prévoir un deuxième équipement ou de planifier des plans de formation pour améliorer la compétence des techniciens de maintenance, voir si on reste dans le métier de l'usinage, des usineurs qui ont besoin d'évoluer aussi avec un changement de technologie. Donc, il y avait un plan de formation, il y a un plan de formation, de toute façon, qui est associé à cet investissement. Oui, oui, il y a les deux. Je pense que c'est important et d'assurer la formation en même temps qu'on met en place l'investissement, sinon le personnel peut être perdu. Il y a des technologies optionnelles qui peuvent être des aides à la décision, qui peuvent être des fois même des diagnostics à distance, qui font partie de ces projets-là, qui aident à accompagner l'utilisateur et les techniciens de maintenance quand ils sont face à une problématique, parce qu'encore une fois, c'est nouveau et ça marche très bien. On est confronté à ces évolutions technologiques qui, de temps en temps, ça nous met aussi en difficulté quand il y a une problématique qu'on ne sait pas traiter à l'instant T. Donc voilà ce que je peux rajouter sur l'utilité de cette aide et surtout sur le 4.0 ou l'industrie du futur, qui est une obligation. Je pense qu'on n'a pas le choix en tant qu'industriel de s'orienter vers cette nouveauté et cette évolution qui se fera sans nous si on ne le fait pas. Donc on doit être dedans, on n'a pas trop de choix. Et Marc, donc ça veut dire par rapport à ce que tu disais tout à l'heure de petits clients qui ont percuté quelque part qu'il fallait faire quelque chose et qu'il fallait évoluer, qu'il fallait monter une marche. T'en as beaucoup, enfin, t'en as beaucoup qui vont monter une marche importante et pour qui ça va être une vraie révolution. Alors, il y a même deux situations. On a des tout petits clients. Notre plus petit client, il est tout seul. Voilà. Donc, un investissement d'une machine, quelle qu'elle soit, c'est un investissement énorme par rapport aux capacités financières, au chiffre d'affaires de l'entreprise. Et donc, on a déjà des gens qui ont réussi à trouver sur le marché de l'occasion des machines parce que ceux qui les avaient les ont remis sur le marché pour bénéficier de l'achat d'une machine neuve. Donc, on a déjà des clients qui se sont non pas allés vers une industrie 4.0, mais vers une capacité de production qu'ils n'avaient pas. De l'autre côté, effectivement, tous nos clients ont réfléchi à de l'automatisation de la production, du contrôle, du marquage, de la traçabilité. Donc, des additifs d'amélioration de performance, à la fois industrielle, de productivité, mais aussi pour aller chercher des marchés qui n'étaient pas accessibles sans ces technologies. J'ai deux exemples de clients. Bon, pour le moment, on n'a pas reçu la commande sur un des deux, mais sur un, oui. De clients qui disent je ne peux pas accéder à ce marché parce que je n'ai pas une machine du niveau technologique suffisant. Et donc, ça leur a permis d'aller faire une diversification qui ne leur était pas accessible dans le passé. Et ça a été accessible grâce au fait que la subvention leur a permis d'accéder à un investissement qu'ils ne pouvaient pas se payer tout seul. Donc là, c'est absolument vertueux, dans le sens où leur marché de base est un peu plat. Soit l'entreprise se met en mode économie d'énergie avec éventuellement des départs en retraite anticipés, des licenciements et dans tous les cas pas d'embauche. L'entreprise arrive à rebondir, aller chercher un marché qui n'était pas accessible, qui devient accessible et qui va compléter demain le marché initial quand il va revenir.
Donc, non seulement l'entreprise a survécu, mais en plus, elle peut se développer. Donc, et là, j'ai un exemple clair, net et précis, puisque la machine est en cours de fabrication. Ouais. Donc, Donc, et potentiellement, ils vont vers des productions, des produits à plus forte valeur ajoutée, j'imagine. Complètement, qui se fabriquent sur des machines de niveau technologique supérieur pour faire des pièces qui sont des formes qu'on ne peut pas faire avec une machine 3 axes. Et donc, ça, c'est une machine 5 axes, qui sont des formes complexes, des formes gauches, avec des états de surface, etc., qui ne sont accessibles qu'avec non seulement des machines avec un système de programmation moderne, avec une continuité de la chaîne numérique, et après des machines de niveau et de performance, en précision, en vitesse, etc., qui sont que pour des machines récentes. Donc là, il y a la totalité des thèmes de l'industrie du futur sont balayés. En tout cas, j'ai un exemple, c'est l'exemple parfait. Il y a tous les thèmes, et bien sûr, caché derrière, il y a de la formation, de la compétence, et aussi de la traçabilité, de la planification de production, et non pas de la planification de production quand il y a du temps dispo, on met des pièces dans la machine. Puisque des marchés qui sont des marchés plus difficiles d'un point de vue technologique, mais aussi plus difficiles d'un point de vue contractuel, avec des régularités de livraison, avec des pénalités en cas de retard de livraison, en cas de soucis de qualité. Donc des marchés qui ne sont pas accessibles pour quelqu'un qui aurait une vieille machine traditionnelle de 17 ans, comme disait Olivier. Oui, mais on voit en fait, du coup, alors ça retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un vrai effet amplificateur du besoin en fait. C'est-à-dire que passer d'une machine 3 axes à une machine 5 axes, c'est pas juste le coût de la machine en fait. Il y a de la formation, il y a des équipements connexes, il y a des. Alors chez Magoto, c'est peut-être un pas qui avait déjà été franchi, mais. Alors, il est franchi, pas complètement, mais je reprends ce que disait Marc en disant on essaye de supprimer la rupture de la chaîne numérique. On peut, par le biais d'investissements de haute technologie, raccourcir aussi le délai de mise sur le marché de certains produits, diminuer les stocks, simplifier la chaîne de production dans le sens de supprimer ou d'automatiser certaines étapes et de simplifier le processus, qui a un impact sur ce qu'on appelle le fameux lead time, donc le temps de réalisation et de livraison chez le client. Chez nous, le projet sur lequel on travaille a un impact sur l'ensemble de la chaîne de nos valeurs et nous permettra de raccourcir le délai de mise à disposition sur le marché et d'impacter les stocks et de supprimer des opérations ou de les automatiser, voire de collecter des données pour améliorer le niveau de qualité, optimiser les usinages pour éviter de prendre du copeau. Hein, quand on parle technicien, je dirais, c'est pas uniquement prendre du copeau qu'il faut faire, mais c'est optimiser pour éviter d'usiner les endroits qui ne sont pas nécessaires. Donc, tous ces éléments-là sont intégrés dans le choix des différents projets sur lesquels on travaille. Olivier, j'imagine que ça résonne, quoi. C'est un peu ce que tu as dû entendre par ailleurs, quoi. Ou alors ça te donne d'autres billes pour repartir au combat, là. Oui, alors on est effectivement, ça résonne vraiment beaucoup avec la réunion que je conviens d'avoir. Il y avait le président de la FIB, Henri Morel, et puis il y avait l'inspection des finances, quoi. Donc vraiment des gens de très haut niveau qui conseillent les ministres. Et donc, ils nous interrogeaient justement sur. Ils sont très interrogatifs parce que effectivement, ils ont vu que ça marchait. Ils ont été surpris, vraiment surpris par le succès de la mesure. Donc, ils m'ont dit, on n'a jamais été dépassé comme ça. Généralement, enfin, on est quand même, voilà, on arrive à peu près à raisonner les choses. Et puis là, on a été immédiatement, la mer est montée et on a été obligé d'arrêter en mode panique parce que si vous voulez, ça dépassait toutes les attentes. 7000 dossiers, là, on attendait 6000 dossiers sur 3 ans, etc. Enfin bon. Donc je ne sais pas combien il y a d'industriels, mais 7000 dossiers, c'est en France, il y a peut-être 30 000 industriels, donc 7000 sur 30 000. Mais justement, il y a des tas de. Ils ont ouvert les vannes. Cette subvention a permis, à mon avis, à beaucoup d'entreprises de pouvoir faire un investissement, mais qui ne répond pas complètement à l'objectif qui était celui de notre étude, et celui de la chaîne de valeur, des supply chains, d'avoir des entreprises qui vont être choisies par les grands donneurs d'ordre français. Je parle de l'aéronautique ou de l'automobile, mais
plutôt que d'aller voir des offres de solutions à l'étranger, etc. Et ce que dit Thierry est très juste, c'est-à-dire que finalement, on n'a pas le choix. Il faut qu'on prenne cette technologie parce que les autres la prennent, et les autres, c'est aussi les Asiatiques, etc. Les autres prennent cette technologie. On n'a pas le choix, il faut la prendre. Je crois que les entreprises françaises sont maintenant assez bien évangélisées, si je peux me permettre ce terme, sur ce sujet-là. Je pense que moi, quand je suis arrivé au CIMOP il y a 3 ans, je voyais beaucoup de freins, beaucoup de réticences, etc. Il y en a encore. Maintenant, les chefs d'entreprise, ils ont compris qu'ils n'ont plus le choix. Je trouve que si on devait, j'espère qu'on va refaire très très vite un décret pour en février ou pire mars, on va ouvrir un nouveau décret. Je pense qu'il faudrait préciser le rôle stratégique dont parlaient un peu Marc et Thierry, le rôle stratégique que suit le chef d'entreprise dans sa décision d'investissement. Pour arriver à démontrer qu'on n'est pas là pour se faire plaisir, pour remplacer une machine, mais qu'on est là pour faire un pas en avant et que ce pas en avant va bénéficier à toute la chaîne de valeur. Je vais pouvoir attaquer les nouveaux marchés, je vais pouvoir avancer, etc. Et c'est pas forcément facile, c'est pas forcément facile, et c'est ce qu'on essaye de trouver nous. Et si dans l'assistante il y a des idées, moi je prends toutes les idées parce que on s'adresse évidemment à des inspecteurs des finances derrière. Il faut garder la simplicité de la mesure pour que ça reste une subvention. Il faut peut-être caper un peu la subvention, mais il faut quand même qu'elle représente 20-25% du prix total, incluant la formation. Il faut qu'elle soit attractive, mais peut-être qu'il faut dire que le chef d'entreprise argumente un peu le projet stratégique qu'il a dans l'achat de sa machine. Si on arrivait à trouver des cadres un peu simples pour exprimer des rôles stratégiques, ça serait vachement bien. Parce que ça va permettre de réduire, d'abord, les entreprises industrielles, donc le dentiste ou le prothésiste, il faut quand même qu'il reste dans sa catégorie et qu'il n'est pas trop dans l'industrie, même si parfois c'est pas forcément facile. Il faut quand même qu'on reste figé sur l'industrie et qu'on reste sur le projet du chef d'entreprise qui est un projet stratégique. Ok. Là, bon, pour tout vous dire, je suis en train de recevoir un SMS d'Intisar qui me dit qu'il y a plein de questions. Donc peut-être qu'on va passer aux questions un peu plus vite, en fait, hein. Moi, juste par rapport au dernier, justement, bon, on a des gens qui nous écoutent, il y aura le replay derrière, donc bon, on va avoir quand même de l'industrie qui va être présente, qui va s'y intéresser. Bien sûr, tous ceux qui ont des expériences à faire remonter, ils peuvent venir, s'ils n'arrivent pas à remonter directement vers Olivier, ils peuvent remonter vers nous. On transmettra bien volontiers tous les success stories qui pourront faire que cette subvention perdure, enfin revienne, on va dire. Donc Intisar, je te redonne la main. Tu as plein de questions, tu m'as dit. Oui, merci Yves. Alors merci pour cette table ronde. Donc Yves Valentin, Olivier Dario, Thierry Ducoff et Marc Troya. Donc, nous allons effectivement passer à présent aux questions du public. Alors je vous donne la première question, je vais vous la lire. Alors cette personne nous dit « J'ai au titre de mon entreprise envoyé un dossier complet avant le 14 décembre dernier et je n'ai, excepté l'accusé de réception, jamais eu de réponse. Dois-je relancer? Est-ce normal de votre point de vue? On parlait de 1 mois de délai, mais ce délai a été dépassé. Peut-être est-ce lié au fait, etc. Merci pour votre avis. » Voilà, merci pour votre question, monsieur. Et maintenant, on va prendre vos réponses. Oui, alors l'ASP a été débordé. L'ASP, c'est le guichet administratif, hein, qui était chargé de, non pas d'analyser le dossier sur le fond, c'est-à-dire le bien fondé du dossier, mais de dire, voilà, j'ai accusé réception de votre dossier. Donc, si monsieur, vous avez déposé un dossier avant la fin décembre, normalement, il devrait être pris en compte. Il va être pris en compte, il va être suivi par l'ASP. Vous allez avoir une réponse, mais effectivement, ça, l'administration nous l'a confirmé, ils sont totalement engorgés, quoi. Ils ont essayé de passer par l'ASP, voilà, et ça. Donc, il y a beaucoup d'insatisfaction, ça je le sais bien, qui remonte par le fait que les dossiers ne sont pas encore, il n'y a pas encore de retour. Mais s'il a été déposé en temps et en heure, normalement, vous allez avoir un retour de l'ASP.
C'est déjà positif. Intissa, Merci Olivier Dario. Alors je passe à la question suivante. Alors cette personne nous dit, avant le 17 décembre, la part de l'investissement qui pouvait être subventionné était de 40%. Désormais, elle est de 10% et elle pense qu'il s'agit ici d'un problème. Est-ce que vous pensez que est-ce que vous pensez que ce soit le cas? Oui, c'est totalement le cas. C'est effectivement ce qu'on a, que je décrivais tout à l'heure. On a eu cette surprise de voir tout d'un coup violemment un décret se prendre juste avant Noël, je crois que c'était le 22 décembre, qui a fait baisser et caper à 10% l'investissement. Et même maintenant, le 31 décembre, c'est terminé. Depuis le 31 décembre, c'est terminé. Donc aujourd'hui, il n'y a plus rien. D'accord. Donc vous imaginez la déception des entreprises. Et comme le dit cette personne, le fait de voir son dossier baisser. Alors, je crois que pour être précis, la date, s'il a été déposé avant le 17 décembre, vous êtes encore dans les taux initiaux de la subvention. C'est à partir du 22 décembre que le décret a changé, donc pour la période entre le 22 et le 31 décembre. Merci, merci Olivier Dario. Alors je passe à la question suivante. Alors cette personne nous demande, a-t-on de la visibilité sur le moment auquel il sera acté que la subvention sera reconduite ou non? Et si jamais elle l'est, est-ce que le taux pourrait à nouveau pourrait revenir à 40% ou est-ce qu'il n'excédera pas 10%? Alors, ça, moi, je ne peux traduire que les discussions que nous avons. Les discussions que nous avons, qui sont soutenues par la FIM, par France Industrie, c'est de reconduire une subvention. Et si on accepte de baisser le taux, ce qui pourrait être une concession que nous ferions, c'est pas pour le baisser à 10%. Concrètement, nos adhérents nous disent, moi, un taux à 10%, je me fiche complètement. Non, c'est moins d'avoir des taux qui vont jusqu'à 20-25%, et nous, on a dit 25% minimum. On va vraiment tenir là-dessus. C'est une officielle qui a été prise par le monde industriel. Voilà. Pour 40%, on avait, voilà, c'est 40% dans certaines configurations, mais ça restait un taux très attractif. Je ne pense pas qu'on le retrouve, honnêtement. Merci Olivier Dario pour votre réponse. Alors, pour rappel, avant de passer à la question suivante, il est possible au public de poser ses questions dans le chat, qui est donc à votre droite dans la barre à outils GoToWebinar. Bien, alors je passe maintenant à la question suivante. Je vous la lis. Alors, je suis artisan menuisier, j'ai 3 salariés, je possède déjà 2 machines à commande numérique. Et la personne donc précise, il s'agit d'une scie et un centre d'usinage, 3 axes. Je voudrais passer aux 5 axes, pardon. Je travaille principalement en sous-traitance pour la fabrication de mobilier et pour l'agencement de magasins. Oui, c'est de magasins. À quel taux puis-je prétendre? Alors, maintenant, la subvention n'est plus opérante. Donc, le taux auquel vous auriez pu prétendre, monsieur, c'était probablement 20%. Parce que probablement vous êtes une PME, donc c'était le taux. Mais, et d'ailleurs, j'étais surpris par le nombre d'entreprises dans votre secteur. Et comme on a aussi au CIMOP beaucoup d'entreprises qui vendent des machines de la deuxième transformation du bois, je sais qu'elles ont eu beaucoup de succès avec cette opération. Ce qu'il faut maintenant, si on se projette dans 2021, c'est qu'effectivement, vous puissiez, en faisant votre dossier, donc ça sera plutôt un taux de 25% ou de 20%. On est entre nous, enfin, je n'ai pas la boule de cristal, mais ça serait probablement dans ces taux-là. Il faudrait que vous puissiez argumenter dans votre dossier justement ce que vous dites très bien dans votre question, c'est-à-dire que vous allez passer à la machine 5 axes parce que vous allez développer un nouveau marché. C'est ça qui doit, je pense, maintenant montrer que cet investissement va vous permettre de monter une marche.
Oui, il faut Merci. démontrer en fait la stratégie qui est de dire on va vers des produits à plus forte valeur ajoutée ou on va conquérir de nouveaux marchés. Et j'imagine que si on met une petite couche d'embauche au passage, ça aide aussi, non? Exactement. Merci Olivier Dario, merci Yves Valentin. Je passe à une nouvelle question. Alors je vais vous la donner. Alors c'est une question qui relève plus de la remarque. Je vous la lis. Le dossier à constituer est, me semble-t-il, assez light, voire trop light, pour que les instructeurs fassent une vraie analyse. 5 lignes seulement pour justifier est vraiment limite. Donc c'est l'avis de cette personne. Est-ce que vous partagez son avis? En fait, il faudrait demander à Thierry ou à Marc qui va revenir, mais on a voulu faire quelque chose de simple et le rôle de l'administration n'est pas l'ASP en l'occurrence, n'était pas de juger le dossier, mais juste de faire un accusé-réception. Donc, il est probable que vous avez raison, il est probable qu'il va falloir justifier un peu plus le dossier. Voilà. Et donc, ça va poser la question de comment l'administration va pouvoir contrôler ça, parce que nos amis fonctionnaires sont incapables de juger, à mon avis, forcément la stratégie du chef d'entreprise, d'une entreprise industrielle. Mais il est probable qu'il va falloir amener un peu plus de justificatifs sur la marche, justement, dont on parlait tout à l'heure, sur la stratégie qui est suivie par le chef d'entreprise dans sa décision d'investissement. Voilà. Mais là encore, effectivement, cette remarque, je la prends parce que on a peut-être été un petit peu trop ouvert, pour être honnête. Hein, on a beaucoup ouvert parce qu'on peut acheter du logiciel, on peut acheter des tas de machines, de la machine à commande numérique, pas forcément de la machine 4.0. Donc, on a été sans doute trop ouvert. On s'est dit, bon, bah, l'administration ne doit pas juger le chef d'entreprise, donc c'est juste un accusé de réception. Allez hop, on y va. Et puis voilà, on a été tellement ouvert et tellement favorable que tout le monde s'est engouffré dans cette subvention et du coup, elle est arrêtée. Merci Olivier Dario. Nous allons prendre une toute dernière question. C'est d'ailleurs notre dernière question. Donc la voici. La mise en place d'un ERP peut-elle être considérée comme un investissement stratégique dans ce contexte? Sinon, y a-t-il d'autres dispositifs qui peuvent permettre cet investissement? Alors, l'ERP faisait partie à la demande de nos adhérents, faisait partie, était dans les catégories éligibles. Je ne sais pas ce que Thierry et Marc vous en pensez. Je ne suis pas sûr qu'il faille garder l'ERP en ce qui concerne. Moi, je dirais. Pardon, vas-y, Marc. Ouais, je suis pas sûr non plus. Pour une raison, c'est que les ERP, alors ça peut être des solutions simples ou des solutions extrêmement coûteuses. On a bien sûr besoin d'un outil pour gérer son entreprise. Des outils de gestion de production, des outils de planification de production, des outils de gestion de la maintenance sont plus industriels qu'un ERP dans le sens de l'outil de gestion qui peut avoir aussi accès à la comptabilité, à l'établissement des factures, enfin, pour la partie comptable de l'entreprise, qui sont bien sûr utiles pour les entreprises industrielles. Ils sont beaucoup plus génériques que les entreprises industrielles. Quelque part, n'importe quelle société doit avoir une capacité de gestion. Mais dans l'ERP, on va avoir toute la largeur de spectre de ce qu'on peut imaginer pour le pilotage de l'entreprise. Moi, je serais plutôt favorable si demain on devait donner des conseils ou des orientations à se limiter à des logiciels. Bon, j'entends bien sûr tout ce qui est CAO, programmation, etc. Et aussi des logiciels de gestion de production, gestion de flux, gestion de la maintenance, gestion de la relation type hotline, etc. avec les constructeurs pour maximiser la productivité industrielle et non pas la productivité de l'entreprise au sens plus large. Thierry, je pense qu'il y a déjà un ERP chez Magotom. Oui, bien sûr. C'est ton avis? On est sur SAP et on ne parle plus des mêmes niveaux de prix, évidemment. Ouais. Peut-être un point pour renforcer le dossier d'Olivier. Les critères de choix peuvent être orientés différemment parce que quand on a démarré ce processus d'aide, on parlait tout à l'heure du dentiste qui intègre son impression 3D pour faire ses prothèses. Il raccourcit forcément son délai, mais il fait de l'intégration. Il ne crée pas forcément un nouveau produit.
s'orienter vers quelque part une diversification pour un industriel, un accroissement de production, une augmentation de productivité et un impact sur les coûts, on va dire c'est pratiquement lié, serait peut-être plus facile pour orienter les choix. Aujourd'hui, on souffre plus de ça. Si c'est pour uniquement intégrer en amont ou en aval, c'est pas forcément là qu'on va augmenter les effectifs. C'est pas là qu'on va créer beaucoup de valeur au niveau du pays. Je pense qu'on a vraiment besoin aussi de créer de l'emploi, créer de la richesse et de se diversifier pour être en compétition par rapport aux pays qui sont les pays low cost aujourd'hui, qui peuvent se payer aussi ces machines. Hein, donc, il faut bien l'intégrer. Hein. On va aller sur la pouvoir climatiser nos installations. Alors, il se trouve que, alors merci à tous de vos réponses. Il se trouve qu'une nouvelle question vient de tomber. Alors, je vous la donne. Alors, cette personne se demande, pensez-vous qu'aujourd'hui, il y a intérêt à présenter un projet non présenté à l'industrie du futur, à la subvention territoire d'industrie, par exemple? J'ai pas très bien compris votre question. C'est de dire qu'il y a d'autres guichets qui sont. Oui. Oui. Alors, j'ai l'impression que cette personne, c'est ça? j'ai l'impression que cette personne n'a pas présenté son projet à la subvention industrie du futur et se demande si ça vaudrait la peine de présenter ce projet à la subvention territoire d'industrie. Oui, alors que je ne connais pas très bien dans le détail pour tout vous dire, mais je pense qu'il faut être assez opportuniste avec les appuis, les aides, etc. La subvention industrie du futur, c'était vraiment aider les entreprises dans l'investissement en machines, dans leurs ateliers, dans leurs moyens de production, de passer un cap technologique, etc. Et donc voilà. Maintenant, il y a plusieurs types d'aides, il y a des aides en région, enfin, etc. Donc, il faut bien sûr que vous puissiez. Moi, je vais me renseigner et je pourrais donner la réponse personnelle à la personne qui me pose une question. Mais effectivement, je suis opportuniste. Hein, Les subventions en territoire de l'industrie, de toute façon, demandent une présentation de dossier dans lequel tous les éléments qu'il faut rassembler et mettre en perspective sont les mêmes que pour toutes les demandes de subventions. Sur le territoire de l'industrie, il y a en général un aspect recrutement qui est un peu plus important. Ouais. Et donc, un dossier qui serait éligible sera probablement éligible. En tout cas, il aura le bon format pour être présenté sur les subventions au territoire de l'industrie. Probablement, il faut réussir à y intégrer un petit peu soit du maintien de l'emploi, sinon de l'augmentation de l'emploi. Je tiens quand même à rappeler que la subvention industrie du futur, pour l'instant, elle est arrêtée. Hein, donc, on souhaite que des décisions se prennent. Voilà. Très bien, merci donc à tous les quatre pour cette table ronde. Merci également à toutes celles et à tous ceux qui ont suivi cette table ronde. Je signale d'ailleurs au public que cette table ronde sera disponible en replay très prochainement sur notre chaîne YouTube et vous recevrez d'ailleurs un mail vous informant de sa mise en ligne. Alors nous allons à présent clôturer ce webinaire. Yves-Valentin, peut-être que tu souhaiterais dire quelques mots pour conclure ? Oui, merci à tous. Enfin, je pense que ça a permis d'éclairer, de mettre en avant le bien fondé, en fait, cette subvention. Et on voit qu'il y a quelques petits ajustements à faire. Alors, bien sûr, c'était victime de son succès. Donc là, les caisses sont vides, quoi. Mais enfin, les caisses sont vides, elles étaient déjà. Mais en revanche, on voit qu'il va falloir sans doute réaffecter, quoi. Enfin, je pense que Olivier, ça fait partie de l'action du CIMOB, de la FIM. Après, les critères d'attribution, c'est vrai que le fait que le dossier soit light, je pense que c'était vertueux aussi parce que ça avait l'avantage de permettre le montage d'un dossier à une petite structure, alors que bien souvent, les subventions étaient attribuées qu'aux grosses entreprises parce qu'elles avaient les moyens de pouvoir monter le dossier. Donc, c'est là où on voit qu'il y a sans doute un peu d'ajustement à faire. Et bon, en tout cas, on va suivre ça de près et on espère pour tous nos clients, tous les industriels, en fait, que ça reviendra et que cette aide existera à nouveau. C'est parce que je pense qu'on a besoin d'un. Pardon. Je pense qu'on a besoin d'un incentive financier. Ça, on l'a vu dans plusieurs opérations auxquelles on participait.
les chefs d'entreprise, et c'est aussi le témoignage de Thierry, c'est pas parce qu'il y a une subvention qu'il va investir, mais c'est quand même un accélérateur de décision, ça permet d'avoir un payback plus court, et donc il faut qu'on garde cette logique qui avait été voulue par la ministre Pannier Runacher, donc j'espère qu'on gardera cette dynamique. Peut-être une subvention un petit peu plus fermée, mais qui reste quand même ouverte pour les dossiers importants des chefs d'entreprise. Qui permettra de donner l'impulsion, effectivement, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ok, merci à tous. Oui, alors merci à tous les intervenants et merci également au public, bien sûr, d'avoir été au rendez-vous. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne soirée. Merci, bonne soirée. À bientôt. Merci, au revoir. Bonsoir.